Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bienvenue dans le parcours de Sylvie Sagbo-Gomar, CEO de Scénar, les délices de Lisa. On est aujourd'hui chez elle, elle nous accueille dans son salon pour parler justement de ce magnifique parcours entrepreneurial. Bonjour Sylvie. Bonjour Seynabo. Merci beaucoup de nous accueillir et bien sûr je suis avec ma complice de crime. Bonjour Marina. Bonjour Sylvie. Bonjour Marina. Seynabo. Bonjour Marina. Merci Sylvie d'ailleurs de nous recevoir dans ton salon. Et pourquoi d'ailleurs tu nous reçois aujourd'hui dans ton salon? On a discuté quand on préparait ce podcast, on se disait non, elle va nous recevoir à l'usine. Mais non, tu l'as dit chez moi. Alors, chez moi, parce que c'est vrai que l'usine c'est chez moi. Mais chez moi, parce que je suis dans un nouveau chez moi que j'aime beaucoup, dans lequel je me sens vraiment bien. Et je me suis dit, je vais vous recevoir là. Il y a de la place, il y a de l'air, on est bien. C'est vraiment parce que c'est nouveau, on va dire. Et peut-être que tout nouveau, c'est tout beau, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis bien là et j'ai voulu vous recevoir ici. Et je précise d'ailleurs qu'on est à la Somone, donc sur la petite côte, effectivement, où il fait très bon vivre, n'est-ce pas, Marina? Tout à fait. Sylvie est ma voisine d'ailleurs. N'est-ce pas? On est bien là. Alors, tu nous reçois chez toi parce que tu te sens bien ici. Tu es sur ton canapé où tu aimes te poser quand tu te détends. C'est ça. Aujourd'hui, donc, on va Aujourd'hui, on va rentrer dans une conversation ensemble. On va te poser plusieurs questions, mais c'est vraiment une discussion. Tout à fait. Et moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est quand tu étais petite, quand tu te projetais grande, tu te voyais comment? Ouh là là, ça c'est une question. Quand j'étais petite, quand je me projetais, est-ce que je me souviens de quand je me projetais grande? Bon, en tout cas, je sais que j'ai toujours été très vive, je passais un peu partout, je ne restais pas sur place. Et je me rappelle quand on me posait la question ce que je voulais être plus tard, par exemple, je disais que je voulais être hôtesse de l'air. C'était peut-être les rêves de toutes les petites filles de l'époque, j'en sais rien. Mais je ne suis pas sûre que je me voyais entrepreneur. Je ne sais pas. Je me voyais sûrement en train de ne pas rester sur place. Ça a toujours été un problème pour moi de rester sur place. Donc oui, je pense que je devais au moins réfléchir à me voir être partout à la fois. Ça, c'est moi. C'est ça l'hôtesse de l'air, en fait. C'est l'idée du mouvement. Vrai. Du voyage, peut-être. Et finalement, tu nous diras tout à l'heure, mais tu as pas mal voyagé dans ta carrière, là. Et je pense que justement, le côté énergie, aujourd'hui, elle trouve vraiment toute sa place dans ton activité parce que l'entrepreneuriat, s'il faut bien de l'énergie, c'est là-dedans. Et donc, on te connaît justement par cette joie de vivre, cette vivacité qui je pense, extrêmement importante quand on a tous les challenges qu'on connaît dans l'entrepreneuriat. Et justement, parle-nous un peu de ton enfance. Dans quel cadre tu as grandi? Tu viens d'où? Comme tu nous disais tout à l'heure avant de démarrer l'enregistrement, tes enfants disaient que tu avais des cheveux avant, tu n'en as plus. Ça, c'est moi. Donc voilà, tu viens d'où? Qui es-tu? Parle-nous un peu de ton enfance. Alors, donc moi, je suis... donc tout à l'heure, tu l'as dit, mon nom de famille, c'est Sagbo, épouse Sagbo-Gomar, parce que mon mari, il porte Sagbo-Gomar. Ah, ça, c'est rare. Hein? C'est incroyable. J'ai réussi ça. T'as réussi ça. Voilà, donc je suis épouse Sagbo-Gomar, et en fait, je suis née au Sénégal de parents béninois et togolais. Okay. Donc en général, ce que je dis que je suis africaine de l'Ouest en fait. Oui. Et je suis française par la France, je suis passée par la France. Mais sinon, je suis d'Afrique de l'Ouest, donc je suis née au Sénégal, grandie au Sénégal. J'ai beaucoup aimé cette enfance ici au Sénégal parce qu'en fait, on est 5 frères et sœurs.
avec assez rapprochés, surtout les 3 premiers. Donc ça a été une enfance géniale, où on courait partout, où je pouvais justement m'exprimer dans ces mouvements. Vous étiez à Dakar? On était à Dakar. Donc je suis née à Dakar, à l'hôpital principal. Donc on habitait au Centenaire à l'époque, le boulevard Général de Gaulle. Et c'était génial. C'était vraiment une époque où on pouvait sortir, jouer devant la maison sans même dire aux parents « Ah, je sors », etc. C'était safe. C'était vraiment la belle époque. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette enfance où j'étais, à part l'école, très engagée à l'église pour les chants. Je faisais de la danse. Je faisais partie d'un groupe de danse. Je pense que si c'était à refaire, je referais pareil. Parce que je pense que de nos jours, les enfants, les jeunes d'aujourd'hui ou les enfants d'aujourd'hui, je trouve assez triste un peu leur vie. Et je pense que moi, en tout cas, j'ai bien vécu. C'était génial. Je jouais au foot avec les garçons dans la rue. On posait un pot de Gloria qu'on se cotisait pour l'acheter. Et c'était le trophée, en fait. Donc, c'était génial parce qu'on jouait. Je jouais au foot dans la rue. Je courais partout. On faisait du vélo dehors. Non, c'était génial. On s'amusait avec très peu. Et comme tu dis, on est encore... je pense qu'on a été la dernière génération qui a eu aussi peut-être la chance de grandir sans les écrans. Et on devait s'occuper. Et effectivement, quand on a aussi la chance d'être dans une fratrie, on a des copains de jeu et des copines de jeu. Et donc ça, c'est vraiment super sympa. Et du coup, ces parents-là, ils sont arrivés comment au Sénégal? Pourquoi ils ont atterri au Sénégal? Très bonne question. Donc, mon père est arrivé au Sénégal en 60, je pense, autour de cette date-là, par là. Et il est arrivé pour faire ses études de droit. Donc, il est venu pour faire du droit. Il est arrivé, il était à la fac chez Anta Diop, il a commencé à peine et finalement, il a ouvert une école. Donc, mon père, il est instituteur, il a des écoles privées. Donc, il a ouvert une école, d'ailleurs, dans la Médina. Et 3 ans après, je pense, sa fiancée, donc ma mère, l'a rejoint. Donc, elle était déjà fiancée, déjà une copine depuis à Lomé et elle l'a rejoint. Et donc, ils se sont installés à Dakar. Donc, au départ, c'est vraiment pour les études qu'il est arrivé. Et finalement, il a fait sa vie professionnelle à Dakar. Et en fait, depuis qu'ils sont arrivés dans les années 60, ils sont restés. Ils sont restés. Le Sénégal, ça reste une terre quand même... d'accueil toujours, et de teranga. Voilà, de teranga. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec la FAO, je pense que c'était important. Les grandes universités africaines le Sénégal faisait partie, en tout cas, des pays qui avaient de grandes universités. Et beaucoup d'Africains de l'Ouest, en tout cas, venaient étudier au Sénégal. Donc, c'était un peu le rêve, je pense, pour eux, de venir au Sénégal. Donc, ils sont arrivés là. Et puis, ils se sont donc, installés. il est devenu entrepreneur, en fait, parce que tu dis il est enseignant, mais créer des écoles et être enseignant... Donc, il est directeur et instituteur. Donc, effectivement, il est enseignant. Oui, c'est bien vu. Totalement. Et ma mère, elle, donc, a travaillé avec mon père au début en tant que secrétaire. Et très rapidement, je pense qu'elle s'ennuyait un peu dans ce milieu-là. Et donc, moi, donc, après moi, j'ai mon petit frère, donc Stéphane, elle était enceinte de mon petit frère et donc elle était en congé maternité. Et elle s'ennuyait et elle a commencé à faire des cacahuètes qu'elle distribuait devant la maison, en fait, comme on trouve aujourd'hui sur les tables, pour s'occuper pendant son congé maternité. Et c'est de là que l'histoire de Sénara Deslisa a commencé. C'est ça. On comprend un peu mieux pourquoi tu es si dynamique aujourd'hui. Et quand tu me dis que tes enfants sont un petit peu hyperactifs, je me dis qu'ils ne l'ont pas volé. Ils ne l'ont pas volé, mais en fait, je pense que l'époque aussi fait des enfants. Il n'y a pas que les parents, j'ai l'impression. L'époque aussi est assez spéciale. Donc ça démultiplie un peu. Comme tu l'as dit, les écrans, etc., ça mais, augmente ça. Mais on voit que tes parents étaient bien actifs. Oui, c'est ça. Et que vous avez suivi... Oui, un peu. Je pense que j'ai été... Bon, moi, donc, je disais tout à l'heure qu'on était les trois très proches, donc les plus grands en âge quand je dis proches. Et c'est vrai que des 3, on est 2 à avoir entrepris. Ouais, c'est ça. Donc, c'est peut-être une histoire de famille. Non, mais tout à fait. C'est peut-être une histoire de famille. Et est-ce qu'effectivement, à l'époque, quand tu voyais tes parents, donc ta mère qui lance justement Sénat, ton père qui crée des écoles, est-ce que toi, c'était devenu aussi une ambition de devenir entrepreneur plus tard? Pas du tout. J'ai jamais pensé à ça, en fait.
avant. Par contre, j'aidais beaucoup maman. J'aimais bien, à l'époque, on agrafait les sachets parce qu'on n'avait pas les sous-de-sac et tout. Je me revois encore petite à souder les sachets, à agrafer. Donc, j'aimais bien faire ça avec elle parce qu'au début, elle était vraiment seule à la maison à le faire. Donc, on l'accompagnait, on l'aidait. Des fois, elle nous forçait, nous obligeait un peu aussi, je crois. Mais j'aimais bien faire ce côté-là. Et quand plus tard, je suis partie en France, j'aimais bien, je lui ai acheté les barquettes en France. Je me revois dans le métro à Paris avec les grands cartons de barquettes, là, parce qu'il fallait après les envoyer à maman. Donc, j'ai toujours été un peu à voir ce qu'elle faisait pour l'aider un peu, mais j'ai jamais, même à ce moment-là, j'ai jamais pensé que j'allais entreprendre. Ouais. En tout cas, c'est assez étonnant, mais j'avais... Donc, tu as fait un parcours classique, tu as fait des études. Je suis allée à l'université, chez Anta Diop, d'ailleurs. Donc, alors, après le bac, tu as continué tes études d'abord à Dakar. À Dakar, jusqu'en licence. Et donc, année blanche oblige, donc j'ai dû quitter. Je n'étais pas du tout destinée à partir à l'étranger, en tout cas pas tout de suite. Et donc, on a eu une première grève, je crois, j'étais en deuxième année, puis une deuxième quand j'étais en licence. Et là, mon père m'a dit, il faut que tu partes. Et je suis partie, donc direction la France. Et donc là, voilà, je suis partie pour continuer mes études. Donc, j'ai une maîtrise en... Quoi encore? Finance des marchés, donc c'est bien ça. T'as oublié cette vie-là? C'est assez étonnant, mais ça fait peur, même, ça me fait même peur des fois, en fait, quand j'entends parler des dérivés actions, des obligations, les traders. Ça me rappelle vraiment des choses, mais ça a l'air caché quelque part. T'as l'impression que c'était caché une autre vie, quoi. Ça fait peur. Vraiment de se dire... mais j'ai vécu ça, effectivement. Est-ce que c'était moi, cette personne-là? Exactement. Ouais. Donc, tu as fait tes études. Donc, j'ai fait mes études, donc mes deux dernières années, plus toute la partie supérieure en France. Donc, j'ai un master en finance de marché. Et après le master, je pars 1 an aux États-Unis parce qu'en fait, j'avais envie de faire un MBA. Donc, je pars 1 an. Ouais, je pars 1 an aux États-Unis. J'avais mon grand frère qui y vivait déjà. Une année géniale. Géniale. Comme on dit aux États-Unis, et j'aime bien ce mot, tough. Vraiment quelque chose de tough. C'était dur, mais c'était génial. Donc, je travaillais à Starbucks. Non, c'est pas Starbucks, ça s'appelait Timothy's Coffee Shop, donc c'est un genre Starbucks. Et c'était génial, je me levais super tôt le matin, vers 6h du mat, parce que je devais ouvrir le café pour servir les travailleurs, etc. Et je travaillais pas loin de la Fifth Avenue, pas loin de Wall Street. Et donc je venais d'avoir un diplôme en finance des marchés. Donc j'étais derrière mon comptoir et je les voyais arriver avec leurs costumes, cravates. Can I have this? Je me disais, non mais attendez... Qu'est-ce qu'ils croient, ces gens-là? Mais moi, je peux être derrière, je peux être à leur place. Ceux qui savent, je le sais. Donc, mais j'aimais bien faire ça. Ouais. Je les voyais venir. Et je me voyais, donc justement, en me disant, quand je vais m'y mettre, quand je vais commencer, je serai comme eux. Donc, tu faisais les deux, tu faisais un MBA. J'avais pas commencé le MBA, j'ai fait d'abord l'anglais, j'ai fait tout ce qui est, j'ai eu mon TOEFL, mon GMAT, etc. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai fait ce petit boulot. Donc ensuite, c'était quand même compliqué. Après avoir eu une maîtrise en France, ils me demandaient plein de choses à reprendre, etc. Je devais faire peut-être encore 2 années d'études, ou même 4 années d'études pour avoir mon bac plus 5. Je me suis dit, non, je n'ai pas envie non plus de rester aussi longtemps. Et finalement, j'ai dit, je retourne en France. Et je revois mon père me dire, mais c'est pas possible, tu es en train de revenir en arrière. Tu es allé aux États-Unis, c'était pour y rester. J'ai dit, non, papa, je retourne en France, je vais faire un master. Et je vais commencer à travailler. Et c'était cher quand même, le MBA était cher. À un moment, j'ai dit à mon père, écoute, si tu es prêt à payer mon MBA, je n'ai pas envie de le faire en 4 ans, si tu es prêt à le payer en 2 ans, je vais te dire ce que ça coûte. Et si tu es prêt, je reste. Quand j'ai dit à mon père la somme, il m'a dit, écoute, si tu penses qu'en France, tu peux trouver quelque chose de mieux, c'est d'accord. Donc tu étais dans cette relation avec tes parents où tu pouvais aussi avoir des avis différents des leurs. En tout cas, moi, parmi les 5, c'était un peu le cas. J'ai toujours été un peu... Le tempérament qu'il fallait, quoi. Ça va. J'ai toujours été un peu... Je disais pas oui à tout, en fait. Je ne vais pas dire ça trop fort, parce que mes enfants, s'ils entendent ça, ils vont dire, ah, maman... Donc, je disais pas oui à tout. J'étais souvent très à donner mon avis ou à insister pour... Et ça, c'est vrai que c'était... Tu sais ce que tu veux et quand tu sais ce que tu veux, tu y vas, quoi. Oui, parce qu'en fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'un parent doit imposer ses choix à un enfant. J'ai rien dit. Donc, je pense que les parents doivent guider, ça c'est obligatoire. Mais c'est vrai que quand on sait ce qu'on veut et puis c'est surtout que ces études, c'était moi qui devais les faire. Je suis désolée. Papa, maman étaient bien tranquilles au Sénégal et c'était moi qui devais. Et j'avais pas envie de passer encore des années à aller à l'école, j'avais envie de commencer à travailler, la vie active et tout. Et donc finalement, j'ai quitté les États-Unis pour retourner en France faire un master. Donc je me suis débrouillée pour trouver mon inscription et tout, et je suis rentrée faire un master. Et tu as travaillé aussi?
Oui, j'ai travaillé déjà même avant le master en France. Oui, j'ai travaillé. Oui, c'est j'ai ça. fait des boulots pas mal en France. Ouais, J'ai ouais. bien sûr gardé des enfants. J'ai fait des vendanges. J'ai Ah beaucoup ouais. aimé ça. Ouais, J'ai fait des vendanges et c'était génial. c'était top. Une ambiance top. On devait cueillir les raisins. Bon, je me suis cassé un peu le dos, mais bon, je l'ai fait. C'est ça. Je portais la hotte, en fait. Parce qu'au début, je me baissais pour couper. Et je trouvais pas ça très fun. Ouais. Et j'aimais bien porter la hotte et crier Ça te « Sors fait- ici !» On Mon mari, il a traversait. fait ça aussi j'ai comme boulot adoré ça. d'étudiant, mais lui, comme il est très grand, il a détesté. Lui, c'était Ah oui. vraiment, il y allait pour payer son inscription en fac, et dès que la somme était réunie, il partait. Mais c'est ça. Ah non, lui, il a souffert des Moi, j'ai vendanges. fait ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi vendu des gâteaux dans les rues. C'est-à-dire. Tu faisais les gâteaux chez toi? Non, c'est pas moi qui les faisais. Donc, j'ai travaillé avec ça. Ça, je me rappelle, c'était quand j'étais en maîtrise à Toulouse. Je voulais payer mon billet d'avion pour revenir en vacances. Donc, quand je suis partie en France, je suis partie en licence. Donc, je ne suis pas revenue en vacances tout de suite. Et donc, je suis restée 2 années avant de revenir. Et là, je voulais payer mon billet d'avion pour rentrer. Pour rentrer. J'ai dit à mes parents, vous ne payez rien, je me débrouille. Et donc, il fallait bosser. Mais c'est ça. Donc, je réponds à une annonce dans le journal qui demande des jeunes pour vendre des gâteaux, etc. Et je me retrouve dans une équipe de je ne sais combien de jeunes personnes à qui on donne un gâteau, avec un speech où il fallait dire qu'on était un peu à la rue. Un speech où on devait dire que c'était très compliqué, qu'on n'avait pas vraiment... Il fallait qu'on vende ces gâteaux pour avoir un peu d'argent pour pouvoir payer, se loger. Il fallait faire pitié, quoi. Voilà. Et donc, je me retrouve dans les beaux coins de Toulouse où il y avait des grandes résidences. On rentrait dans un camion, dans un petit camion, oui, c'est bien ça. Ouais. Et on nous déposait au bout de la rue et on nous disait qu'il fallait faire toute cette allée-là. Et donc, il fallait y aller, sonner aux portes. C'était un truc, mais je me disais, à un moment, je me suis dit, mais retourne d'où tu viens, mais j'ai une maison, moi, j'ai des parents. Moi. Oui. À un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Sylvie, rentre au pays. Ouais, c'est peut-être là Et que tu c'était- as appris à être commercial. Ah, mais c'était génial parce que pendant que je le faisais, je me suis dit, je ne fais pas demain, je ne viendrai pas. C'était pour 4-5 jours. Je me suis dit, c'est clair que ça, je ne le refais pas. Donc, il fallait sonner. On m'a envoyé des chiens. J'ai eu des personnes, sortez de là, sortez de chez moi. J'ai eu des propos racistes. J'ai eu un peu tout. Et je me disais, il n'est pas question que je revienne. Et en fin de journée, quand on arrivait, on faisait les comptes, j'avais vendu plus que tout le monde. Ah ouais. Donc j'avais vraiment... Et là, ils étaient là, mais bravo, donc j'ai eu des félicitations, etc. Et je me suis dit, non. Dans ma tête, je me disais, tu ne reviens pas demain. Tu ne reviens pas demain. Ah ben, j'étais là juste pour les 5 jours. Bah oui, Oui, mais la c'est ça. Parce que l'objectif était toujours là, en fait. Tout à Tu avais fait. vraiment l'objectif de payer ton c'est ça, billet pour c'est ça. rentrer, etc. Et j'ai payé mon Et billet t'as pour payé ton rentrer. billet. Et moi, je Avec dois tous dire les que cadeaux des uns et des autres, c'était génial. C'était top. tu es la meilleure commerciale que Ah, non, j'ai mais, jamais vue. non, mais on va en parler tout à l'heure, Oui. mais moi, en fait, je me rappellerai toujours les premières fois où je l'ai croisée Sur les marchés. au Dakar Farmers, C'est là. ça. Oh, j'étais là, mais comment elle arrive à faire ça, en fait? Mais c'est tout parce le qu'elle a monde- vendu les gâteaux Non, mais c'est à ça. Toulouse. C'est-à-dire, elle a vendu dans des conditions où elle pensait, elle-même, elle pensait pas pouvoir vendre. Oui, Donc, et- du coup, Bah, il faut savoir ce qu'on veut, en fait. ben oui, c'est vraiment, c'est Quand ça. on va sur un marché, c'est pour vendre. En Mais tout- par contre, c'est vrai que c'est ce que les gens me disent, mais je ne sais pas du tout. J'ai appris parce que je n'ai pas appris, en fait. C'est Mais ça. c'est instinctif. Je sais pas. Mais tu l'as expérimenté assez tôt. quoi. Ah oui, ça. Et dans des conditions. Et dans des euh, goûts, ça on peut dire. Et du Voilà. coup, ton diplôme, en fait, en finance de marché, finalement, tu l'utilises pour travailler, ça te sert quand même Bien à sûr. travailler dans le secteur. Bien Tu sûr. te retrouves, en fait, à faire quoi en France avec ce diplôme-là? Donc alors, je sors avec mon master et je rejoins une société. D'abord, j'ai travaillé chez Arthur Andersen. Donc, je fais de l'audit des marchés, des finances de marché, de tout ce qui est... Donc, j'ai fait ça pendant une année. Ça a été un peu dur. J'aimais pas trop ce système. Il faut manger du pain noir pendant les premières années. Puis, au bout de 3 ans, vous mangez de la brioche, mais elle n'est pas fraîche. Et c'est J'aime bien seulement au bout de l'analogie. 5-6 ans que la brioche commence à être un peu molle. J'aime bien Et c'est l'analogie. exactement ce qu'on me disait. C'était quand même assez... Ah bah, voilà. dans le conseil, Donc, c'est dans comme le ça. conseil, les Big Ouais. Five, etc. Donc, je fais une première année et je tiens parce que je me dis, bon, après une année, je sais que je pourrais faire beaucoup de choses avec. Et donc, en allant dans ce milieu-là, on allait auditer des grandes banques, je découvre des systèmes d'information. Donc, je découvre des systèmes où on gère les portefeuilles, la comptabilité. Et je me dis, tiens, c'est pas mal ça. Et c'est comme ça que petit à petit, je me rapproche, je me renseigne et je commence à travailler pour un éditeur de logiciels qui fait de la gestion de portefeuilles dans ce qu'on appelle l'asset management, tout ce qui est portefeuille de gestion. Donc des portefeuilles où on va trouver pas que du cash, mais des obligations, etc. Et donc je rentre chez Decalogue, donc cette société, et je commence à travailler chez eux. Je crois que je suis restée
allez, on va dire 3 ans, je pense, en tant qu'employée. Et au bout d'un moment, je me rencontre et j'apprends, parce qu'on partait en mission. On va en mission, j'aimais bien ce côté-là d'ailleurs, on partait le matin avec notre valise, on allait chez le client. Et je me rends compte au bout d'un moment qu'on est facturé à la journée. Et qu'à la journée, je crois qu'il fallait travailler 3-4 jours pour avoir mon salaire du mois. Et là, je me dis non mais c'est de l'arnaque totale. Et là, je me dis, je passe à mon compte. Ouais. Et donc, au bout de 3 ans chez Decalogue, je démissionne et je me mets à mon compte. Et je continue à travailler sur les logiciels de gestion dans les grandes banques, dans les assurances, avec des traders, etc. Mais à mon compte. Donc, j'ai été indep pendant presque 10 ans ou un peu plus. Ah ouais, quand même. Ouais, un peu plus. J'ai été indep, je crois que j'ai dû faire ça, oui, plus de 10 ans, parce que j'ai travaillé en tout et pour tout 13 ans. Ouais. Oui, c'est ça, 10 ans. Mais entre-temps, j'ai fait de la restauration, j'ai ouvert un restaurant. Ouais, c'est ça. Je voulais, moi, tu ne pouvais pas rester 10 ans comme ça, c'était pas possible. Je voulais revenir à cette histoire de restaurant, parce que tu as quand même eu un restaurant à Paris. C'est ça. C'était à quel moment? En région parisienne. C'était en même temps? J'étais indep, j'ai travaillé pendant un peu moins de 10 ans, peut-être 7-8 ans, et puis j'en ai eu marre. C'était sympa parce que j'allais de client à l'autre, donc j'aimais bien ce côté-là. J'étais chez un client, je répondais aux besoins, je travaillais pendant un an et demi, puis j'allais chez un autre. On avait le petit donc, côté hôtesse de l'air avec la petite valise. C'est possible. Mais j'aimais bien, et c'est ce que j'aimais dans le côté consulting, c'est que je n'étais pas posée quelque part, il fallait que je bouge. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Je me disais, c'est toujours un peu la même chose. La petite Sylvie commençait à s'ennuyer. Voilà, je m'ennuyais un peu. Et j'ai eu envie d'ouvrir un restaurant africain. Parce qu'à l'époque, entre midi et 2, donc on mangeait, on avait de la cuisine chinoise, de la cuisine japonaise, on avait presque toutes des cuisines indiennes, mais on n'avait pas de cuisine africaine, à part certains restos africains qu'on trouvait. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça. Et donc, me voilà poser toutes mes... me voilà partir pour cette aventure-là. Je reprends une petite boutique, c'était une blanchetterie d'ailleurs, je reprends cette petite boutique et je me lance. Et donc, j'ouvre... Princesse Afi. Princesse Afi. Oui, c'est ça. Afi, c'est mon premier prénom. Donc, j'ouvre Princesse Afi et je fais de la cuisine afro-exotique. Incroyable. Mais une expérience géniale. Dure, mais très dure. Ouais. Mais vraiment sympa. Parce qu'en plus, ça devait être à l'époque où il y avait très peu de restaurants africains à Paris, quoi. Mon fils de 22 ans m'a dit il y a 1 an, mais maman, tu étais précurseur. Mais oui. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein. Et il me dit, mais maman, mais tu aurais dû tenir, maman, regarde maintenant. Tout le monde fait comme toi, tu faisais. Donc, c'était... Et je voulais faire de la cuisine à midi. Je ne voulais pas forcément faire on trouvait 2-3 restaurants pour le soir, mais c'était toujours avec... Les gens disaient, la cuisine africaine, c'est gras, c'est ceci. Et donc, moi, je voulais montrer qu'on pouvait manger sainement, on pouvait manger de belles choses. Et je lance ce resto. C'était avec un menu à la semaine que je faisais le dimanche et que je mettais sur les réseaux. Et les gens choisissaient le jour où ils voulaient... Non, mais c'était une aventure extraordinaire. C'était dans quel quartier à Paris? C'était à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, ok, d'accord. À Rueil-Malmaison. Et en fait, j'ai eu peur. J'avais trouvé aussi un local à Paris même, dans le quartier Opéra. Et j'avais peur, le loyer était un peu plus cher, j'avais peur de ne pas pouvoir. Et j'ai dit, bon, je vais à Rueil. Ouais. Je pense que si j'étais allée à Paris, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais, ça, j'en suis presque. Parce que tu as aimé cette expérience. J'ai aimé cette expérience et c'est très bien passé. Bon, il y a eu des... Le premier jour, le cuisinier n'est pas venu, par exemple, le jour de l'ouverture. Normal, ce serait trop simple. C'est normal. Donc, je me retrouve, je devais aller faire des courses chez Métro et je me retrouve à la cuisine avec mon mari. Donc, j'ai fait la cuisine. Donc, au lieu d'ouvrir à midi, j'ai ouvert, il était 14h. Voilà. C'était sympa. Et donc, vous cuisinez, le premier jour, vous vous retrouvez à cuisiner. Oui, le premier jour, en fait, donc moi, j'avais fait un petit stage dans un restaurant. Parce que justement, j'avais besoin de faire ce stage-là parce que j'en avais envie. Et j'avais trouvé quelqu'un qui était intéressé pour prendre la partie cuisine. Donc, premier jour, donc, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois et il devait venir ce jour-là pour l'ouverture. Et donc, je l'appelle le matin. Donc, j'arrive au resto. Personne. J'appelle. Personne ne décroche. Ah ouais. Et moi, je devais aller faire les courses. Je devais aller avec Ludo, avec mon mari, faire les courses. Et donc, lui, je devais donner le menu de la journée. Il devait commencer à préparer. Eh bien, personne. On est resté 1 heure, on a attendu personne, on s'est dit, bon, on y va, il viendra peut-être entre-temps, on verra comment faire. Personne n'est venu. Donc, on est revenu des courses et on est rentré en cuisine. On avait déjà communiqué sur l'ouverture, fallait bien ouvrir. Oui. Surtout le jour de l'ouverture, on a toutes les personnes qui nous soutiennent, qui vont venir, c'est important. Et puis même l'endroit, parce qu'il n'y avait pas de resto africain là, on avait déjà enlevé la pancarte, ils voyaient que c'était un resto africain, ils allaient sur le site, etc. Donc les gens étaient prêts.
Et donc ce jour-là, mon premier client est rentré à 14h quand j'ai ouvert à 14h. Waouh. Et vous avez fait ce resto pendant combien de temps? Pendant un an et demi. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté? Ben, en fait, c'était quand même dur la vie de... Parce que finalement, donc, après j'ai trouvé quelqu'un au niveau de la cuisine, mais j'étais beaucoup en cuisine et en salle. Et en fait, ça rapportait pas comme on le voulait. Ouais. Donc au bout d'un moment, il fallait reprendre. J'ai trouvé une mission en finance de marché, toujours en INDEP. Donc j'ai repris une mission et j'étais en 3/5e, ou 4/5e. Donc je venais et je pensais que la personne que j'avais formée sur place allait faire l'affaire. Et je ne savais pas que les gens venaient. Je pensais vraiment qu'on allait au resto pour la cuisine. Mais on vient pour la personne. Mais je pense qu'on vient. En tout cas, dans notre cas, il n'y avait pas que la cuisine, il y avait aussi la personne. Donc moi, j'étais en salle, donc je pense que je discutais beaucoup avec mes clients. Et donc je venais le vendredi. Donc je venais pas en pleine semaine. Et petit à petit, je voyais les chiffres, en fait. Je voyais que ça, je ne comprenais pas. Puis une fois, j'ai pris une petite semaine, je suis venue et j'ai des clients qui m'ont dit « Sylvie, si vous ne revenez pas... ça va pas pareil. » Je dis « C'est pas vrai. Mais c'est quoi? C'est la cuisine. » Donc je voulais savoir qu'est-ce qui ne va pas, etc. Mais en fait, quand elle passait en salle, elle boudait, elle tirait une tronche, elle n'était pas... Et il me disait « C'est pas toi, quoi. C'est pas toi qui es là. » Et là, je me suis dit « Mince, je ne savais pas. » Moi, j'ai eu un magasin à Paris et c'était comme ça. Ouais. On a eu le magasin, je pense, pendant 7 ans. Et au début, on était deux à avoir cofondé le magasin et on était tout le temps là. Et quand on a voulu déléguer, mais impossible. Les gens, C'est tu les incroyable. voyais rentrer dans le magasin et nous cherchaient. Ouais, c'est ça. Et en fait, on m'a dit un jour, je pense qu'il y a un proverbe Peul, je crois, qui dit que en fait, quand tu vends quelque chose, tu vends un peu de toi-même. Et quand tu c'est bien achètes, tu dit. achètes une partie de la personne C'est aussi. bien dit. Tout à fait. Ah, mais sur ce cas, c'était ça, parce que moi, je me rappelle d'une cliente, c'était une Antillaise qui venait le vendre, qui aimait venir, qui m'a dit, je viens que le vendredi maintenant, parce que je sais que le vendredi, tu seras là. Ouais, tu es là. Et c'est l'âme, en fait. C'est l'âme du lieu. C'est ça. Moi, dans mon magasin, les gens venaient pour parler avec nous, quoi. Et ça, je ne savais pas. Et donc, je me suis dit, finalement, au bout d'un moment, il fallait... on a essayé. Bon, Ludo travaillait pas loin, il était en mission, lui, il était prestataire pas loin. Ouais. Et en fait, il venait ouvrir le magasin à midi, le resto. Il pouvait faire la caisse. Donc le pauvre, heureusement, il avait une mission là, mais des fois, je l'appelais, j'avais pas le choix. Et il allait à midi, à midi pile, il devait quitter son taf, il allait travailler en midi et 2 et il retournait au boulot. Et au bout d'un moment, c'était plus possible. Non, c'est clair. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dû arrêter. J'ai arrêté. Et alors, tu as arrêté, tu as repris tes missions Voilà. dans la finance. C'est ça. Et... Mais ça m'a rattrapée, hein, parce qu'en fait, j'en avais vraiment marre, je pense, de la finance. Ouais, donc tu j'ai l'as fait un repris. moment. Voilà, j'ai repris. Après, j'ai eu les jumeaux. Donc j'ai eu mes jumeaux. Et là, c'était plus possible. C'était plus possible. La vie en France avec des jumeaux, 2 garçons qui pleurent tout le temps. C'était compliqué. J'avais une nounou, mais même, ça devenait compliqué. Et donc là, à un moment, je dis à Ludo, je dis à mon mari, j'ai vraiment envie de rentrer. Ça faisait un petit moment que ma maman disait, oui, je commence à vieillir, donc 5 enfants, et elle dit, il n'y a personne pour venir reprendre. On avait fait quoi? Oui, parce qu'en fait, entre-temps, pendant que toi, tu faisais les 400 coups entre les États-Unis et la France, Maman a continué. mais oui, elle a continué. Elle est passée donc de sa table devant la maison. Et c'est devenu quoi entre-temps, jusqu'à ce que justement elle demande aux enfants de reprendre? Ben, en fait, elle est passée de l'étal au supermarché. Ma maman, en fait, c'est la première Sénégalaise à avoir distribué des cacahuètes dans les supermarchés. Non, mais c'est ça. Parce que les cacahuètes ont toujours été distribués Dans au la bord de la rue. route. Donc, elle s'est dit, à un moment, ça plaît, les gens aiment bien, je vais essayer d'aller dans le supermarché. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à l'époque des... 30 fil-fili. Fil-fili. Voilà, ceux qui connaissent, c'est que... La on connaît l'âge, Gen Z, on sait la quels âges Gen Z ils ont, ne connaissent pas. Exactement, ils ne peuvent pas connaître. Et donc, c'était vraiment les tout premiers supermarchés qu'on a eus au Sénégal. Et elle a commencé là. Et toi, tu Casino, la par suivais exemple. de loin, Oui, voilà. Ben, on suivait vraiment parce que je me souviens petite, encore petite, je devais être en première ou quelque chose comme ça. À l'époque, on était chez Casino, il y avait Sam Priba. Sam Priba. C'était Sam. Ouais. Il n'y avait que Sam, le magasin Sam, et il y avait une publicité, c'était Consommer sénégalais. En fait, c'était la semaine sénégalaise. Et on avait créé une chanson. Je ne me rappelle plus de la chanson, mais je me rappelle de Consommer Sénat. On avait un slogan, un truc comme ça. Et c'était nous qui faisions la pub. Mais c'était génial, on répétait, etc. Et on avait fait la publicité Parce qu'il y avait- qui passait à la télé pour parler de Sénat.
Parce qu'il y avait effectivement le côté précurseur de vente des cacahuètes en supermarché, mais il y a aussi le côté précurseur du consommé local C'était à ce qui a moment. mis beaucoup de temps en fait Exactement, à à prendre. prendre. Ah oui, beaucoup. De temps à prendre cette Beaucoup de temps. histoire-là. Et donc, on était quand même dedans. À la maison, tu ne pouvais pas y échapper, en fait. On était dedans. Et c'est vrai que moi, quand je suis partie en France, quand je suis revenue, j'ai été étonnée de voir le nombre d'employés, etc. Parce que quand je partais, il y avait peut-être 2-3 employés, mais c'était encore... Et donc après, ma maman, elle a continué donc, à s'installer dans les supermarchés, donc dans tous les casinos. Puis ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu Exclusive, il y a eu... À l'époque, c'était Attaque, avant Auchan. Attaque, ouais. Donc elle était dans les Attaques, etc. Donc voilà, elle s'est installée. Elle s'est installée progressivement. Progressivement, tout à fait. Dans ça, elle a fait croître. Et justement, elle est passée de la table jusqu'au garage. Mais après, à la maison. C'était la terrasse. C'est sur la terrasse qu'on travaillait toute la maison. Et en fait, pour la petite histoire, elle était... c'était finalement assez intéressant de la voir, de voir les produits. Et moi, j'y croyais beaucoup, en fait. Mais justement, parle-nous de comment elle a réussi à te convaincre. Parce que toi, tu nous dis, j'ai envie de rentrer. Ta maman te dit, il n'y a personne pour reprendre. Comment se passe cette conversation entre vous? Déjà, elle en parle. Elle en parle à tous les 5. Un peu pour dire lequel de mes enfants va reprendre. Donc, elle en parle et je pense qu'à l'époque, personne n'était vraiment prêt. Donc, moi, je lui dis, écoute, je peux t'aider au moins pour une chose. Je peux venir sur place et essayer de trouver un gérant. Donc, je reviens à Dakar un été et je fais une séance d'entretien. Je me rappelle, je trouve un endroit en dehors on met les CV. Déjà, avant que je vienne, on lance l'annonce, etc. On met les CV et on reçoit plein de gens. Et donc, on fait des vrais entretiens. Donc, j'étais avec Ludo à l'époque. Vraiment entretien où on vient, il faut venir à l'heure, quand t'es pas à l'heure, avec des... Et donc, on trouve quelqu'un qui était prêt à gérer. Donc, on était tout contents. Donc, je dis, moi, avant de partir, on te trouvera quelqu'un. Donc, on trouve quelqu'un. Et en fait, un peu comme ce qui s'est passé avec le restaurant, il n'est jamais venu. Oh, purée. Nous, on repart en France. On me disait, ça y est, elle va trouver quelqu'un. Elle va se calmer un peu dans qui vient, et on verra. Et en fait, le gars ne vient pas. Et donc là, elle se remet à se dire... et là, moi, ça commence à cogiter un peu dans mon esprit. J'avais arrêté le resto, j'avais repris un peu la finance de marché, mais en même temps, là, je pense que je ne suis pas partie de là pour rien. J'avais envie d'arrêter ça. J'avais envie de faire autre chose. J'avais envie vraiment d'être en contact avec les personnes, parce que j'ai beaucoup aimé ce resto avec le contact avec les gens. En termes de relations humaines, ça n'a rien à voir. Je faisais beaucoup de formations de l'autre côté, et j'aimais bien quand j'avais des formations, parce que j'étais en train de... Mais je n'avais pas ce que je... Donc là, ça commence à faire son petit bout de chemin. Et puis en plus, j'ai les jumeaux qui... oui, il y a les jumeaux. Il y a les jumeaux, il faut gérer les jumeaux, il faut travailler, etc. Et là, je me dis, mais allez, on y ça va. peut être pas mal, ça. Et donc, je dis à Ludo, je veux rentrer. Bon, il y a mon père qui tombe malade, qui nous a fait assez peur. Et là, je me dis, je compte un peu le temps que j'ai passé au Sénégal, en fait, depuis que je suis partie. Et je me rends compte que ça fait même pas une année, en fait, les mois par-ci, par-là. Okay. Et là, je me dis, c'est peut-être le moment, je vais rentrer, je vais profiter de mes parents. Je disais encore, je vais en profiter, puis on verra. Et donc, je dis, et je fais mon égoïste. Et ça, je l'assume et je le dis. Je rentre. Et donc, mon mari tout blanc, il me dit, tu rentres où? Je fais quoi? Je dis, non, je rentre au Sénégal. Je rentre au pays. Oui, mais moi, c'est pas mon pays. Je dis, oui, mais c'est pas grave. Moi, je suis restée là en France pendant des années. Ouais. Suis-moi. À toi de me suivre. Et donc, ça a pris son petit bout de chemin, etc. On est revenu à Dakar une fois pour faire... c'était des forums, un forum pour trouver du boulot. C'était, je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise qui faisait ça. Il existe toujours d'ailleurs. Et bref, on participe à un salon pour voir un peu pour le boulot, pour qu'ils trouvent du boulot, etc. Et au final, septembre arrive, c'est la rentrée des classes. Donc je lui dis, moi, il faut que j'y aille. Donc je vais en avant avec les enfants. Et donc je laisse Ludo sur Paris. Qui doit finir, vendre la maison, ou en tout cas faire tout ce qu'on a à faire là-bas, de paperasse, avant de nous rejoindre. Et qui doit trouver avant de nous rejoindre. Je me rappelle que j'avais dit clairement, si tu ne trouves pas de boulot, tu ne rejoins pas. Parce que... Mais les enfants, ils avaient quel âge à ce moment-là? Viviane et Kimani devaient avoir, ils sont de 2013, on était en 2015, ils avaient à peine 2 ans. Donc eux, ils n'allaient pas encore à l'école, c'était pour le grand. C'était pour le grand, que tu regardais la rentrée scolaire. Okay, donc je lui vends tout, je lui vends la maison avec la piscine, je lui vends le rêve, quoi. Il connaissait, il venait en vacances régulièrement. Mais là, je lui vends le truc, le kiff vrai, tu vois. T'as vu les vacances, mais ça sera ça, etc., etc. Donc je lui vends le truc. Et le gamin qui dit, il n'a même pas le choix, hein, et qui vient. Et d'ailleurs, il m'a sorti ça quelques années après. Tu m'avais vendu du rêve, hein, tu vois. Il m'a sorti ça. C'est maintenant qu'il n'est plus là. Et là, maintenant qu'il n'est plus là, il me dit, ils ont de la chance, des jumeaux, hein, parce que le rêve que tu m'avais vendu, là, eux, ils l'ont, là, aujourd'hui.
Et donc, je dis, il faut du temps, mon fils, il faut du temps pour... Et c'est comme ça que je dis à un moment, je reviens. Mais je ne reviens pas pour travailler à 100% chez Sénar. Hein, parce que je sais que Sénar ne peut pas me nourrir, en fait, à l'époque. Donc, je rentre en me disant, je vais aider maman, je vais reprendre un peu, et on verra. Et donc, voilà, j'arrive et... je pense qu'elle était prête aussi. Parce elle était prête aussi à lâcher. Parce que la question qu'on se pose toujours, en fait, dans des situations d'entreprise familiale, c'est cette fameuse passation. Tout à fait. Parce que toi, tu viens en fait du monde de la finance, donc quelque chose de quand même assez carré. Elle, je pense que après plusieurs années en France, donc une autre mentalité aussi, un autre âge, une autre génération. Ouais. Non, elle était prête parce que ma petite sœur, donc Tina, avait travaillé avec elle l'année d'avant, avait essayé. Et ça n'avait pas marché. Et c'était pas entendu? Non, ça n'avait pas marché. Donc je pense que moi, ça n'avait pas marché. Bon, je pense aussi que moi, je lui ai pas vraiment donné le choix en fait. Pour dire les choses, est-ce que tu veux que je reprenne? Si je reprends, je vais clairement dire. Si je reprends, je reprends. Je fais à ma manière. Tu vas pas être là à me dire, tu vois, non, ça a été un peu clair. Donc au début, elle était un peu, et puis elle m'a dit, de toute façon, elle n'avait pas le choix, elle m'a dit non, ça va le faire. Donc on était à la maison, au salon. Donc en fait, c'était le salon qui était le bureau. C'est là qu'on avait nos réunions, c'est là qu'on avait... Le conseil d'administration, tout était là. Et donc les produits commençaient à... On avait des produits partout. Ma maman disait, il y en avait partout sauf sous mon lit. Mais justement, je me rappelle vraiment de cette période parce qu'on te croisait dans les marchés. C'est ça. Et je pense que c'est à l'époque où tu testais justement les innovations parce que je pense que toi, avec ton œil, un peu plus moderne, etc., où tu te projetais l'entreprise dans une expansion beaucoup plus importante, il y avait cette question d'innovation en termes de produits. Et donc là, tu croisais Sylvie dans les vaches qui te dit c'est au gingembre, c'est au sésame, c'est au poivre, c'est au piment. Elle n'attendait pas sagement derrière son stand. Hein. Elle était avec des petites assiettes. Elle était avec les assiettes. Elle te courait après limite dans les couloirs pour te faire il fallait que à ce point. T'as vu, c'est bon, hein? C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Et après, elle te ramène au truc, tu achètes. Mais donc, je pense que ça correspondait un peu à cette époque un peu de R&D où tu cherchais en fait à diversifier un peu plus la gamme de produits pour amener aussi l'entreprise vers autre chose, quelque chose de nouveau. C'est important. Moi, je me souviens, ce qui m'avait marqué aussi, c'était que tu étais une des premières à avoir fait des commandes d'emballage en Chine. Et avoir proposé à d'autres de commander en commun pour avoir des meilleurs tarifs et optimiser les... obligatoire, sinon c'est plus simple. Mais dans un monde où les gens travaillent quand même beaucoup chacun de leur côté, tu étais une des premières qui était quand même prête à partager et à dire venez, on réfléchit ensemble, on fait ensemble. Mais c'est peut-être parce que justement j'ai vécu ce que j'ai vécu en France. Et d'ailleurs je le dis, c'est incroyable, on ne se rend pas compte, mais toute expérience nous apporte quelque chose. Oui, tout à fait. Moi, n'importe laquelle. Le resto que j'ai fait, tout. Et je pense que j'avais tous les petits boulots. Ça nous toujours. Et donc moi, je me rappelle que j'avais ce mindset qui était de mutualisons, quoi. Mutualisons pour... Parce que d'ailleurs, ça nous fait penser à la problématique sectorielle. Parce que toi, tu es dans un secteur où il y a deux problèmes, en fait, vraiment. Enfin, je pense, à mon avis, il y a la question de la matière première. Et après, tu vas avoir la question du packaging, etc. Et aujourd'hui, quels sont, avec le recul aussi, je pense que tu as vu maintenant tous les défis, quelles sont vraiment les problématiques de ton secteur, le secteur arachide, cajou, noix au Sénégal? Quelles sont les grosses problématiques? Mais je pense que tu as vraiment touché, en tout cas, the problématique, ça va être l'achat. L'approvisionnement. Comment je fais pour bien m'approvisionner, déjà? Parce que tant que tu restes dans une entreprise qui tient dans une maison en garage, ça va. Voilà. Et une fois que tu grandis, et d'ailleurs, ce scale-up, mais qu'est-ce qu'il est difficile. Moi, je n'aurais jamais imaginé en quittant la maison. En fait, ma mère, elle avait cette gestion de mère de famille. Familiale. Elle gérait... et très rapidement, quand j'ai repris, j'ai commencé à réorganiser. Rien qu'en réorganisant les choses, on a vu les chiffres bouger. Oui, tu rien qu'en organisant. Tu optimises. Exactement. Tu maîtrises plus les coûts. Et donc là, tu te dis, oui, il faut que j'y aille, il y a à faire. Et là, on se dit, moi, j'avais clairement dit à ma maman, ça ne m'intéresse pas de rester à la maison. Je voulais être dans les avions, je voulais que les produits soient au niveau de l'aéroport. Et dessous ces gens-là, c'est la qualité. Ils viendront, ils vont voir dans la maison, ils vont se dire, ça ne le fait pas.
Pas que les produits ne sont pas qualitatifs, il y a des problèmes sanitaires. Non, l'endroit, c'est pas un endroit, il n'y a pas la marche en avant, il y a plein de choses qu'on ne respecte pas. Donc moi, j'ai dit à un moment, il faut qu'on parte de là. Donc pour moi, c'était vraiment le moyen de grandir, c'était de sortir de là. Et c'est clair que des fois, je me dis, on était bien à la maison quand même. Mais c'est pas les mêmes est challenges. Toutes les charges. Plus tu grandis, plus les problèmes sont Exactement, gros. Exactement. En fait, tu grandis. Petit problème. Petit enfant, petit problème, gros enfant, grand problème. Grand C'est problème. Et c'est pareil pour l'entreprise. C'est ça. Et moi, j'avais trouvé que c'était très facile de démarrer, mais effectivement, le passage à l'échelle, Ouais, c'est il est compliqué dur. parce que partout en même temps, tu Ah, dois c'est dur. t'améliorer. Exactement. Alors C'est un qu'au passage début- qui n'est pas simple. Non, Ouais, c'est je suis dur. tout à fait d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, j'en parle toujours, hein, et je pense que Sénart n'a pas fait le scale-up. Je pense. On n'y est pas encore, mais qu'est-ce que c'est pénible de prendre une marche. L'énergie que ça nécessite à chaque fois. C'est-à-dire que finalement, moi je pense que quand on gère une entreprise, on fait de la RH avant tout. Parce qu'après, les process, on les maîtrise. Ouais. Moi, aujourd'hui, on me demande n'importe quel produit, je sais le faire, je remplace. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec certaines opératrices qui ont fait un peu un mouvement de grève, on va dire. À l'époque, on était chez ma mère. Oui, si vous n'augmentez pas, on ne vient pas. Je leur ai dit, mais ne venez pas. On va faire. Ciao. Elle était choquée. Et donc, le lendemain, on est tous passés là-haut. Donc, moi, j'avais ma blouse et je disais aux autres, faites des vidéos, vous allez leur envoyer. Hein. Faites des vidéos pour leur envoyer. Et il y en a après qui sont venus s'excuser, qui sont revenus parce qu'elles se sont rendues compte que ça n'a pas marché. Oui. Donc, tu es obligé de savoir tout faire. Donc, tu sais tout faire. Oui. Donc, quand on est petit, tu sais tout faire parce que tu n'as pas le choix. Et quand on grandit, les personnes, les ressources humaines Ah, mais grandissent. totalement. Et là, on parle de capital humain. Et alors là, je crois que c'est là qu'il y a... C'est le Donc nerf moi, de je la dirais guerre. l'approvisionnement L'approvisionnement. et je dirais le capital humain. Et le capital humain. oui. Parce que ça, tu dois en chercher. C'est difficile. Non, mais c'est difficile. C'est très difficile. Et je trouve que quand on devient entrepreneur, on n'est pas préparé à ça. Ouais. On a des cours de business plan tout le Ouais, temps. hein. ouais. Les business plans, les études de marché, etc. Mais par contre, se préparer À à gérer gérer. des équipes, à recruter des équipes, à Exactement. savoir identifier les Bonnes besoins personnes. et les bonnes personnes pour nous entourer. Difficile. Hyper Ouais, difficile. difficile. Moi, je ne suis pas sûre que jusqu'ici, je vais arriver. Gérer les conflits. Ah oui. Savoir gérer les conflits. Mais c'est hyper dur. Avoir une ressource qui, du jour au lendemain, fait un courrier de « je démissionne à effet immédiat ». Ça me fait sourire, ce truc. Mais comment à ça effet immédiat. Donc, genre, tu reçois la lettre, demain, je ne suis plus là. Et là, tu te dis « j'ai des commandes, elle était à tel poste, je fais comment ?» Il faut gérer déjà le fait qu'elle s'en aille en disant « mais elle n'a pas le droit ». Mais en même temps, il faut réagir tout de suite pour pouvoir Il avancer. faut réagir. Faut réagir. C'est compliqué. C'est très compliqué. c'est très compliqué. Et aussi, nous, on a quand même la particularité pour les entreprises sénégalaises. Comme tu disais, voilà, on a des micro-sociétés, en fait, sociétés sénégalaises Exactement. au sein des entreprises où, en fait, bon, voilà, les réalités, elles sont là, hein, réalités sociales, culturelles, etc. C'est pas simple, hein. Tout à fait. C'est pas simple. Et ça, faut le prendre en compte. Et j'imagine que ça aussi, dans cette ambition de scale-up, tu n'étais pas préparé. Non. On n'est jamais Non, prêt, pas en du fait. tout. En fait, moi, je me rendais pas compte. Pour moi, ça devait être simple, en fait. Les process sont en place. Donc, j'avais effectivement pas mal testé, sorti des nouveaux produits qui plaisaient. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On multiplie. Oui, c'est On ça. a plus de personnes, donc on produit plus. Donc, il n'y a pas de problème. Mais en fait, non. C'est pas aussi carré que... C'est pas, voilà. c'est pas C'est pas du tout comme ça. mathématique. C'est voilà. pas linéaire, en Voilà, fait. exactement. Il y a C'est pas d'autres linéaire. problèmes qui rentrent en arrivent. compte. C'est et que ça. tu n'as Donc voilà, pas quand tu n'as pas anticipé. anticipé, et je pense que le capital humain, c'est compliqué. Et puis, donc nous, on a eu la chance, en fait, chez Sénart, on a eu la chance d'avoir été approchés par un fonds d'investissement. Donc Teranga Capital nous approche et ils nous disent on veut entrer dans le capital. Donc ils regardaient un peu ma mère faire depuis quelques années, mais elle avait un certain âge en fait. Donc ils investissent pas en fait sur la Mais société. il l'avait repéré déjà. Il l'avait avant. repéré, oui, il l'avait repéré avant. Non, ils investissent Il l'avait repéré sur, avant et en fait l'entrepreneur. et bien en sûr. fait, un peu comme on parlait tout à l'heure du restaurant, ces investisseurs n'investissent pas sur la société. Ils Sur la investissent sur la personne. Tout à fait. Donc, en fait, ils ont appris donc, que la fille est arrivée, elle était en France, elle bouge, ça a changé. Ils sont venus nous voir. Donc, moi, par exemple, quand je rencontre pas mal d'entreprises aujourd'hui ou d'entrepreneurs qui me posent des questions par rapport à ça, souvent, c'est eux qui vont à la recherche des fonds Mais oui. d'investissement. Oui. Et Moi, toi, j'ai c'est eux pas qui eu à sont venus. chercher. Non, fais du bon J'ai boulot. pas Ils eu vont à te chercher. trouver. Fais du Donc, bon ils sont boulot. venus nous trouver. Ouais. Et quand ils sont arrivés, je me suis dit, c'est l'opportunité pour nous de pouvoir grandir.
on va sortir de la maison, on va construire une unité. Mais à aucun moment, je me suis dit, on va avoir d'autres problèmes. Mais à aucun moment, on va grandir, on va grossir, ça va marcher, etc. Mais justement, alors, est-ce que tu appelles ça une levée de fonds ou pas? C'est une levée de fonds. Tu appelles ça une levée de fonds. Et il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs au Sénégal, aujourd'hui encore, qui font des levées de fonds. Est-ce que tu peux juste nous parler un peu de cette expérience? Très, très bonne expérience. Très bonne expérience. Parce qu'en fait, quand ils viennent, c'est parce que déjà, ils croient en l'entreprise. Et quand ils viennent, ils veulent l'amener à un niveau. Et donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, il y a une première phase où on retravaille en fait tout ce qu'on prévoit. Ils veulent voir quelque chose à 5 ans. Donc moi, je me revois encore à travailler avec eux et à peaufiner un business plan, mais pas juste sur 1 an, sur 5 ans, où je dois rajouter des nouveaux produits. Je dois penser à ce qui va bouger. Donc on se projette. En général, quand on travaille, on a le nez dans le guidon, là. Ben, on ne fait pas attention, on ne s'arrête pas, on ne lève pas la tête pour voir ce qu'on va devenir dans 1 an, dans 2 ans. Et donc là, il fallait faire cet exercice-là. Et ça, c'était intéressant. Très intéressant d'aller peaufiner, de dire, bon, tel mois de telle année, on fera telle chose, on fera ci, il faut faire du marketing pour que ça marche, etc. Donc, on a cette partie-là qui est très intéressante. Et ensuite, ils passent en comité, ils acceptent ou pas le dossier. S'il est accepté, tant mieux, mais même s'il n'est pas accepté, je trouve qu'on gagne quand même quelque chose qui est d'avoir ce business plan sur 5 ans qui est vraiment détaillé et qui peut être intéressant. Donc ensuite, ils passent en comité. Donc moi, je me rappelle, la première fois qu'ils sont passés en comité, c'est pas passé. Parce qu'ils trouvaient qu'on n'avait pas mis assez de marketing. Ils trouvaient qu'on n'avait pas mis grand-chose sur... Donc après, on est repassé en comité sur la partie marketing commercial. Et finalement, ça s'est fait. Et là commence une aventure... une vraie aventure, parce qu'en fait, on commence à faire des conseils d'administration, donc des vrais. Donc là, on s'arrête, on regarde les chiffres, on dit « Ah, le mois dernier, vous avez fait ci, vous avez fait ci, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est super intéressant de faire cette pause pour regarder ces chiffres. Parce qu'en général, on les regarde en fin d'année. Quand on regarde le chiffre d'affaires, on dit « Ah, c'est tout ce que j'ai fait cette année ?»« Ah, c'est tout ça que j'ai comme charge ?» Et en fait, on ne s'arrête pas pour regarder. Et donc, franchement, c'est un apport. Les gens peuvent penser, et beaucoup de gens, moi je me rappelle, des gens m'ont dit oui, ce que ta mère a construit, ils vont le dilapider, tu vas vendre la société, etc. Effectivement, ils n'avaient pas ce mindset de se dire, moi je leur ai dit, s'ils gagnent, je gagne. Ben, si je perds, ils perdent aussi. Non, mais totalement. La relation investisseur-entreprise, c'est une relation, en fait, tout d'abord, comme une relation de mariage. C'est un mariage. Et donc, effectivement, quand on y entre avec un mindset où on veut vraiment que ça marche, on se donne les moyens que ça marche. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment... Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important que si on ne le sent pas aussi, de ne pas y aller. Exactement. Voilà, donc quand on a des red flags ou des choses comme ça, il faut y prêter attention. Exactement. Parce qu'on se dit, ah tiens, il m'a dit ça, c'est pas très en accord avec mes valeurs, donc c'est un red flag, je vais essayer d'y réfléchir. Ou je me renseigne, je pose des questions à d'autres personnes qui ont levé avec ces fonds-là. Donc voilà, mais il faut totalement rester ouvert à ça. Tout à fait. C'est très important. C'est effectivement un mariage, d'ailleurs c'est comme ça que j'en parle moi, et ce qui est sympa dans ce mariage, c'est que avant de se marier, on définit les règles du divorce. C'est ça. Et c'est génial. Et en plus, on est à peine mariés qu'on s'est dit le jour où on divorcera, voilà ce qui va se passer. Et en plus, vous ne partagez pas le même lit. Exactement. Ils ne sont pas là tout le temps. Bon, on va couper ça. Et t'habites pas avec eux. Non, tu ramasses pas leurs chaussettes. Voilà. Ça, c'est pas mal. Mais par contre, à l'avance, on dit, voilà ce qui va se passer à la sortie. Et ça, je trouve ça bien. C'est vrai que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance, quand ils vont sortir, ce qu'il faudra faire. Tu n'as pas eu l'impression de perdre un peu ta liberté en faisant rentrer des investisseurs? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, ils ne sont pas là au quotidien, en fait. Okay. Donc moi, j'avais effectivement signé pour des investisseurs qui ne faisaient pas de l'opérationnel. Okay. Ce n'est pas leur métier. Ils ne font pas du tout d'opérationnel. Dans le document, la convention qu'on signe, on va avoir certains articles qui vont par exemple dire que si je dois faire une opération financière au-delà d'un certain montant, je dois leur en parler. C'est des choses comme ça. Mais l'opérationnel, les choix, ce sont des choix que je faisais toute seule. Donc j'en parlais quand même. On en parlait en comité, on leur disait, voilà, on aimerait faire ci, voilà ce qu'on aimerait faire. Donc en général, ils suivent un peu, ils sont un peu au courant, etc.
Mais moi, j'ai pas eu du tout eu l'impression de vendre quelque chose. Non, mais c'est comme tu dis, non. c'est-à-dire que si les choses sont clairement dites et limite définies dans un, tu vois, dans un contrat de collaboration, etc., les choses sont claires. Je pense que c'est ça qui est important, en fait, de savoir dans quoi on s'engage et que chacun respecte cela. Et donc, on voit que toi, c'était une relation très positive qui t'a beaucoup apporté. Est-ce que tu as croisé, en fait, en dehors de ces investisseurs, d'autres types de supports qui ont vraiment eu un apport décisif dans cette phase de croissance? Oui. Donc déjà, les investisseurs, ils ont une partie assistante technique. Oui. Déjà, c'est intéressant. On n'est plus dans... Ils ont amené des sous, mais ils continuent derrière à aider pour certains projets. Après, donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec la DPME, je travaille beaucoup avec la DPME, avec la SAPEX, etc. Donc, on a des structures donc, étatiques, en fait, qui aident les PME. C'est ça, donc la DPME qui accompagne aussi sur de l'assistance technique, la SAPEC pour l'export. L'export, exactement. Après, Sylvie, elle a fait toutes les foires et tous les marchés du monde. J'ai fait pas toutes les foires parce que il y a certaines, je refuse certaines foires. Parce qu'en fait, si tu veux faire des foires, c'est super sympa. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est pas de faire des foires, c'est de trouver des clients. Ouais. Et donc, et c'est là où le bas blesse. Et donc, en fait, multiplier les foires, c'est très bien, mais au bout d'un moment, moi, je me dis, je fais une foire, pourquoi? Je veux avoir un client sur place. Et on n'arrive pas à aller jusque là. Ils nous accompagnent, mais l'accompagnement s'arrête au niveau de la foire. Il n'y a pas cet accompagnement qui va plus loin, qui est d'aider, en tout cas, à rentrer dans un marché, etc. À faire rencontrer des acheteurs, etc. Bon, j'ai eu ça avec TFO Canada. Donc, c'est pas du tout... donc, il y a eu vraiment plusieurs structures qui accompagnent les entrepreneurs. Donc, en général, on postule. Postule et après, si on Parce est... Parce qu'il y a les foires un peu commerciales d'exhibition, mais il y a les foires d'acheteurs. Tout à fait. Qui sont totalement différents. Et donc, effectivement, dans l'accompagnement un peu ciblé, notamment sur l'export, il faut pouvoir apporter aux entrepreneurs ce dont ils ont besoin. Il y en a certes, c'est important de travailler sur le rayonnement national, mais à un moment donné, comme tu dis, le nerf de la guerre, c'est le business. Il faut faire rentrer... non, mais il est petit, le marché sénégalais. Non, mais c'est même pas un marché. Surtout si on parle que du modern trade, c'est-à-dire que des supermarchés. Ok, on ne dira pas qu'il est grand parce qu'Auchan a plusieurs... mais il est petit. En fait, il est bien pour s'entraîner. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, ce à quoi on ne pense pas suffisamment, c'est que pour aller à l'export, il faut être prêt. Il faut être prêt sur tes packaging, il faut être prêt sur ta capacité de production, il faut être prêt sur tes codes barres, il faut... Non, mais c'est tout ce dont elle parlait, c'est-à-dire que quand tu grandis, c'est là où tu te rencontres aussi au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est pour ça important qu'on ait ces discussions-là. C'est justement les personnes qui ont déjà fait le chemin qui puissent justement partager leur retour d'expérience. Donc, en fait, tout est transformé dans ton entreprise et tu n'y es pas préparé. Tout à fait. Moi, s'il y a une chose, par exemple, que j'aurais fait autrement suite à ce mariage avec Teranga Capital, comme je dis, à l'époque, je suis allée rencontrer, je crois que c'était Wikari, c'est les premiers qui sont rentrés. Je suis allée les rencontrer, j'ai fait un call pour leur demander comment ça se passe, etc. Et ils ont parlé d'une chose qui était très importante et malheureusement, j'ai pas porté super attention à ça. C'était le recrutement, la RH. Parce qu'en fait, dans ce document dont je parlais sur 5 ans, on met les futurs recrutements. Mais quand on met les recrutements, moi, par exemple, j'arrive de la France, 2015, 2017, je rencontre Teranga, vient nous voir, etc. Et on me demande de positionner des recrutements. Un expert, un comptable, combien ça coûte, etc. Je me renseigne un peu, mais je n'ai pas vraiment le prix. Donc je mets, et puis je m'étais dit, je vais prendre des gens, je vais prendre des jeunes, je vais les formater. Je vais les formater et je vais grandir avec. Eh bien, en fait, non. En tout cas, si c'était à refaire, je n'aurais pas fait comme ça. Donc, dans mon business model, dans mon business plan, je mets des salaires moyens. Je ne mets pas des salaires de seniors. Et donc, tu aurais fait comment? J'aurais plutôt mis à certains postes des seniors. D'accord. Qui coûteraient cher, certes, mais finalement, je les aurais mis et on aurait pu les financer, exactement. Et parce que j'ai pas pu, donc j'ai eu des juniors qui finalement font bien l'affaire pendant quelques temps, mais dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils partent ailleurs. C'est ça, en fait. Alors que les seniors peuvent nous pousser, en tout cas pour la partie commerciale. Je sais qu'au début, on a manqué de ça. On n'est pas sur des seniors. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, si j'ai un conseil à donner par rapport à ça, c'est entourez-vous, en tout cas, des postes stratégiques. Prenez des seniors qui coûtent certes cher, mais qui peuvent vous amener à un certain niveau plus facilement, plus rapidement, en tout cas, que des juniors. C'est vrai qu'on veut toujours un peu faire des économies parce qu'en fait, la masse salariale, ça fait peur. Ah oui, c'est tout de suite énorme. Mais je crois que c'est Bamba Lo de Paps aussi qui m'avait dit Marina, si tu mets 1 million, tu le mets sur les bonnes personnes. C'est vrai.
tu ne mets pas sur autre chose, Non, sur les gens. Non, mais c'est clair. Parce que c'est les gens qui font avancer ta boîte. Ouais. Mais je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup compris, les fonds d'investissement. Moi, chaque fois que j'avais l'occasion d'en avoir devant moi, je leur parlais du capital humain. Ouais. Maintenant, ils commencent à l'intégrer. Parce qu'en fait, ce n'est pas une partie qui finance en général. Non, ils ne veulent pas financer ça. Ils ne veulent pas financer cette partie-là. Alors que c'est fondamental. Alors qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Ouais. Et est-ce que finalement, leur entrée dans le capital a permis quand même d'alléger la problématique de la matière première, d'accès à la matière première? En fait, on a grandi, donc on avait le besoin à augmenter. En fait, moi, quand ils sont rentrés, c'était pour construire une unité. Oui, parce donc, on a construit. Tu as une usine. J'ai une usine. Tu as une usine. C'est ça. Incroyable, je ne sais pas, mais bon, c'est tellement petit. À peine on a fini de construire qu'on a trouvé que c'était petit. C'est incroyable. C'est pour te dire à quel point une usine, il faudrait qu'elle soit. Donc, j'ai une usine. Donc, on a construit une usine à Kerngailo. Et en fait, elle répond aux normes internationales. On est vraiment dans une usine. On n'est plus à la maison comme on était à la maison, où tout était un peu. Et ça change des choses. Donc, on produit effectivement, 10 fois plus que ce qu'on faisait avant. Et on arrive à répondre à la demande aujourd'hui, tant mieux. Mais derrière, au niveau RH, il y a toutes les personnes qu'il faut et ils demandent, eux, à ce qu'on mette, par exemple, les comptes vont être audités. Il faut des CAC, il y a des besoins en fait qu'on n'avait pas avant qui arrivent et qui font que. Donc l'approvisionnement, on achète plus, on doit acheter mieux. Mais par contre, pour acheter bien, il faut avoir de la liquidité. Il faut être liquide pour acheter au bon moment. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour les arachides, on connaît la période de récolte, on sait à quel moment il faut acheter. Mais à ce moment où il faut acheter, est-ce qu'on a les moyens d'acheter? C'est ça. Et puis, de garder cet argent stocké. Parce que l'argent et c'est de l'argent qui est stocké et la matière, les deux. En fait, la matière, c'est de l'argent bloqué. Ouais. Et des fois, le temps que ce soit transformé, vendu et que ton client t'ait payé, c'est des mois et des mois. Tu as le temps de mourir plusieurs fois. Ah ben plusieurs fois. Et pourtant, tes stocks sont pleins. C'est ça. Tu es riche, mais pas dans le compte. Voilà. Et donc, c'est difficile. Donc déjà, il faut trouver les bons contacts, les bons acheteurs, auprès de qui on peut acheter les choses. Il faut les trouver déjà, qui acceptent un paiement qui n'est pas cash. Parce qu'en fait, c'est super sympa l'entrepreneuriat. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on achète, on achète ça cash. Tout. Et par contre, on est payé 3 mois après. C'est ça. Mais comment on fait pour vivre entre-temps? Attends, et en plus, tu as oublié de dire entre-temps qu'on paye aussi des salaires. Ah bah oui. Et ça, c'est pas avec du retard. Hein. C'est ça. On paye au moins, il faut payer. C'est ça. Voilà. Donc, tu achètes tes matières premières, tu les payes cash, tu payes tes employés, transformes, tu transformes, tu payes tes employés cash, tu livres. C'est ça. Et après, tu attends. Voilà. Incroyable. Et du coup, là, en fait, aujourd'hui, quand tu nous parles, Sénar, en fait, se porte comment? Alors, aujourd'hui, Sénar se porte bien. Oui. Missionnaire, c'est pas toujours porté bien. Le plan de financement, là, le plan de 5 ans, c'est génial. Mais nous, dans notre plan, on n'a pas prévu le Covid. Ah oui. Nous aussi, c'est pareil. Hein, ah oui. Ah ben nous, et franchement, si c'était à refaire, je me dis, les entreprises qui sont arrivées après le Covid, ils ont quand même cette chance. Bon, après, on ne sait pas ce qui va tomber, parce qu'après le Covid, il y a eu l'Ukraine, etc. Nous, on n'a pas pensé Covid. On pouvait pas. Personne n'a pensé à ça. Non. Et donc, il fallait se retourner. Voilà. Ouais. Et donc, ça a été un moment. Donc, l'année Covid même a été une année, ça va. On pensait qu'on allait vraiment beaucoup perdre, mais on a bien géré l'année. C'est assez étonnant. On a bien géré l'année. Le fonds d'investissement était très présent. Ils nous ont accompagnés avec des réunions pour qu'on puisse réajuster notre budget, etc. Ça a été. Mais alors là, l'après-Covid. Ça a été une catastrophe. Dépression. Ça a été une catastrophe et ça coïncidait aussi avec un moment où j'ai été très absente de l'entreprise pour maladie et donc ça n'a pas amélioré les choses. Donc je vais dire, pour répondre à ta question, Sénar va beaucoup mieux. Sénar commence à aller mieux. Donc je sais qu'à une époque, pour le fonds d'investissement, j'étais la pépite d'or. Mais je pense qu'à un moment... J'étais le petit bout de... Tu sais, voilà. Donc là, on espère qu'on est en train de polir un peu tout ça pour revenir. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça commence à aller mieux. Sénar va beaucoup mieux et toi aussi, tu vas beaucoup mieux parce que comme tu disais, tu as été gravement malade. Hein. On a beaucoup prié, effectivement, parce que tu as dû t'absenter énormément, tu as dû être loin de ta famille, de ton entreprise. Est-ce que tu veux en parler un peu? Parce que ça aussi, nous, on s'est toujours posé la question, mais comment elle fait pour que ça tienne encore? Et c'était pas dans le business plan. C'était pas dans le business plan de tomber gravement malade. Et c'est là qu'on se rend compte, avant que tu nous racontes en détail, à quel point il faut aussi s'occuper de nous, parce qu'on est
le premier asset de l'entreprise. Et Oui. si on n'en prend pas soin, si on s'épuise, en fait, C'est la galère. extrêmement important ce que tu viens de dire parce qu'en fait, on a beau être entouré, on a beau avoir une équipe de management, etc. autour de soi. En tout cas, moi, j'ai pensé à un moment que ça marcherait sans moi. Je pensais qu'il n'y avait pas de raison, quoi. Et en fait, il faut qu'on s'occupe de nous pour être présent et être présent tout le temps. Non, mais dans le business plan, avec les fonds d'investissement, il faut mettre Attention, une ligne. il faut mettre une ligne wellness. CEO wellness. Exactement. Et avec un budget pour Mais oui, bien avec être. un budget pour le bien-être. Parce totalement. qu'effectivement, on passe notre temps à coaching. courir. Et coaching. Parce que moi, ça, c'est une autre chose que j'ai découvert, c'est que faire grandir l'entreprise, ça veut aussi dire grandir nous. Exactement. Et on ne s'est pas préparé. Et on n'est pas toujours accompagné. C'est ça. On est un peu tout seul, en fait, face à tout ça. Mais du coup, parle-nous de cet épisode. Donc, en fait, un épisode de ma vie, de toute façon, une maladie, elle tombe. Elle tombe. Donc, février 2021, j'apprends que je suis malade et que je dois partir me soigner à l'étranger. En fait, je fais le choix de partir. Et donc, en 2021, je me suis absentée 10 mois. Je pars en février, je rentre en décembre. En partant, je pensais que j'allais partir pour 2-3 mois, allez, 4 mois. Je ne savais pas du tout dans quoi je rentrais. Difficile. Déjà difficile de se dire, il faut partir, il faut quitter la famille. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour se soigner. Donc, on se dit, ça va le faire. Et pendant ce temps, l'entreprise, elle n'est pas fermée et elle va rouvrir après. Il n'y a pas le mode pause. Voilà, il faut continuer à gérer. J'ai quand même beaucoup de chance dans mon malheur. C'est que franchement, je ne vais pas dire que j'allais bien, mais c'était un peu ça. J'étais quand même bien. C'est-à-dire, j'ai tenu et j'ai travaillé à distance. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Le fait d'avoir le travail, je pense que je n'ai pas beaucoup pensé à la maladie. Parce que je me levais tous les matins, je me connectais et je travaillais. Oui, je me rappelle avoir fait des lives avec toi. C'est ça. Et des fois, j'étais à l'hôpital. Hein. Tu étais à l'hôpital, oui, tout à fait. Je revois ces infirmières quand j'arrivais. Ah, c'est Madame Sagbo, mettez-la dans la chambre seule là-bas, parce que c'est sûr qu'elle a une réunion aujourd'hui. C'est sûr qu'elle a une formation. Donc, effectivement, je prenais mes soins, mais j'étais seule. On me mettait souvent dans une chambre seule parce que justement, j'avais toujours mon ordinateur. J'allais faire mes soins avec mon ordinateur. Et donc, tu penses que ça t'a aidé, travailler t'a aidé. Ah oui. C'est intéressant ça, parce qu'on a tendance à beaucoup dire que si on est malade, il faut absolument se mettre en arrêt total. Il faut pouvoir supporter l'arrêt total, en fait. Il faut pouvoir ne penser... Parce que finalement, quand on ne fait rien, on pense à la maladie. Ouais. Moi, je pense qu'en fait... En tout cas, moi, je pense que ça m'a aidé. Ce qui est important, c'est de trouver ce qui nous nourrit. C'est ça. Ce qui nous permet justement de garder la tête, on va dire, dans un mindset positif. Qu'est-ce qui entretient ça et continuer à le donner, en fait, à se l'autoriser. Et parce que sinon, en fait, on n'a pas de recharge. On va se retrouver avec quelque chose qui est plutôt négatif tout le temps. Et ça, c'est compliqué. En tout cas, moi, mon travail m'a beaucoup aidée. Donc, je me suis connectée tous les jours, sauf les jours où je ne pouvais pas parce que j'étais à l'hôpital. Ou même, parce que je dis ça, parce que les jours où j'étais à l'hôpital, des fois, j'avais mon ordinateur. Sauf peut-être les après-interventions, puisque j'ai eu plusieurs interventions que j'ai dû subir. Et effectivement, je n'ai pas pu me connecter, mais très peu de temps. En général, j'étais quand même assez connectée. Et donc, je travaillais. Il y a même des choses que j'ai obtenues. J'ai obtenu des fonds, j'ai participé à différentes choses en étant malade et qui ont marché. Et donc en tout cas, ça m'a aidée. Pas simple d'avoir la famille éloignée, d'avoir les enfants pas à côté et de se dire... donc finalement, il n'y avait pas que l'entreprise. C'est marrant parce que quand on est sur place et qu'on travaille, on travaille dur, on a la tête, on pense qu'à l'entreprise, on parle que société. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de la famille. On s'occupe de la famille, mais en fait, finalement, on a l'impression que c'est naturel, c'est-à-dire qu'ils sont dans ce tourbillon. Oui, parce qu'eux aussi, ils sont arrivés, ils avaient 2 ans, ils ont grandi quasiment avec Sénat. Voilà, avec Sénat, avec on va dire... en parler. La Sénat 2.0 avec la 2e génération. Donc, et parce que peut-être eux, ils sont la 3e génération, qui sait. On espère donc, bien. ils ont grandi avec ça, donc c'est normal, ils connaissent tout. Donc voilà, difficile. Donc je reviens en décembre, toute contente. Donc je reprends mon activité un peu et je vois un peu les dégâts aussi au niveau de la société. Je voyais déjà en n'étant pas là et j'arrêtais pas de me dire que je vais pouvoir le faire. Je pense aussi qu'il y a une chose qui est pas mal, c'est que ça vaut le coup de réfléchir à avoir un bras droit, en fait. On parle encore de moyens, parce qu'il faut avoir les moyens d'avoir un bras droit quand on est là et que tout va bien. On n'y pense pas quand tout va bien.
Parce que justement, quand on a un bras droit, ou on a quelqu'un, un DGA, ou une personne en tout cas sur qui on peut compter, le jour où il y a des soucis de santé ou d'autre chose, cette personne peut prendre le relais. Tout à fait. Donc, je pense que c'est important. Donc, je reviens en décembre, je reprends le boulot, puis rechute. Donc, je repars. Donc, 2022, je repars. Et là, je décide de venir prendre mes soins au Sénégal parce que je ne veux plus être loin de tout le monde. Et donc, me voilà revenue au Sénégal. Donc, je recommence à travailler comme je faisais mes pieds à distance, avec des voyages de temps en temps pour aller faire les contrôles. Donc, je gère tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je dois me rester encore un moment en France. Ouais. Je dois faire une greffe du foie. Ah oui, quand même. Donc là, je me retrouve en me disant, je pensais que c'était... Et là, il fallait rester. On parle de greffe. Hein. Ouais. C'est comme dans les films. On le voit que dans les films, on se dit... et donc, on parle de liste, à quel moment tu vas avoir ton foie, etc. Et je me retrouve à devoir rester vraiment. Et là, avant de partir, quand j'apprends que je vais avoir ça, là, j'en discute avec le fonds d'investissement. Je leur dis, il faut qu'on trouve quelqu'un. Il ne faut pas qu'on fasse comme l'année dernière. Je pense que ça vaut le coup d'avoir quelqu'un qui va pouvoir... Oui, parce que je me rappelle t'avoir posé la question, est-ce qu'ils savent? Ouais. Parce que ça aussi, c'est délicat. Ah, clairement. C'est délicat. Clairement. À quel moment tu leur as annoncé ça? Déjà, j'ai dû partir, j'ai dû m'absenter 10 mois à la première année, donc ils savaient qu'il y avait quelque chose. Ouais. Mais ils ne savaient peut-être pas ce que j'avais vraiment. Ouais. Mais je leur ai dit, je dois partir pour cause de santé, etc. Mais je vais continuer à bosser. Donc on avait des réunions, on avait des conseils d'administration. Oui. Je faisais tout ça à distance, donc ils savaient que j'étais présent. Et ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, c'est que si j'avais pas de DGA ou quelqu'un à l'époque, peut-être qu'eux, ils auraient dû être plus présents, peut-être. Ah oui. Ils auraient peut-être dû penser à mettre quelqu'un qui venait régulièrement pour voir comment ça se passe. Parce que quand le chat n'est pas là, elles dansent les souris. Hein. Elles dansent du moi, chez moi, elles ont tellement dansé que ça n'avait plus marché. Tu les voyais, elles étaient tout le temps en mode danse. Tu sais, les pieds, c'était tout le temps... C'est incroyable. C'est du malin. Et malheureusement, le fonds d'investissement n'a pas... En tout cas, de ce côté-là, je crois que... Peut-être parce qu'ils pensaient aussi que je n'allais pas rester longtemps. Oui. Peut-être parce que je n'ai pas franchement tout dit aussi. Et ils n'avaient pas trop... Bref, quoi qu'il en soit, il a fallu... Donc, 2022, pareil, je m'absente quelques... Non, c'est pas 2022, c'est 2023. Ouais, c'est 2022, je reviens. 2023, j'ai dû faire la grève, etc. Mais par contre, je suis vraiment portée. Je pense que c'est important. Hein. Tout à l'heure, tu disais qu'il faut s'accrocher à quelque chose. C'est important. Moi, ma foi m'a beaucoup aidée durant ce parcours. Même les infirmières en France, quand elles me voyaient, elles étaient... Et je disais, mais moi, j'ai un Dieu puissant là-haut. Hein. Je ne suis pas seule. Et je disais souvent... Je suis portée, les gens prient pour moi. Et c'est incroyable comme je sentais que je n'étais pas seule face à cette maladie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans la gratitude, quoi, dans la reconnaissance, parce que je sais que vos prières m'ont accompagnée. Et j'ai été portée parce que j'ai fait des choses. Je me dis, mais comment j'ai pu faire, quoi. Seule, je n'aurais pas pu. Tu n'aurais pas pu. J'étais seule, mais je n'étais pas seule. Et ça, c'est vraiment... Moi, j'ai été portée. J'ai été vraiment portée. Et je pense que je suis arrivée à passer toutes ces étapes-là et à revenir parce que j'étais portée. Et ça, je trouve que c'est important. Finalement, de ne pas être seule, en fait. De ne pas être seule. Et c'est important que tu dises ça parce qu'on parle souvent de solitude dans l'entrepreneuriat. Et j'imagine encore plus quand on est dans des situations très complexes avec de la maladie. Et à chaque fois, en fait, on revient sur ce côté-là. De trouver son système de support, en fait. La manière dont on se recharge le plus, déjà personnellement, mais aussi d'avoir ce système de support. Pour toi, c'était la foi et avoir aussi un système de support autour de toi. Et que chacun, en fait, arrive à trouver ce système de support, que les femmes, on parle souvent d'équilibre, de charge mentale, qu'on arrive à trouver, en fait, d'autres façons de faire supporter cette charge en étant entouré par d'autres personnes qui permettent d'alléger un peu plus la charge. C'est fondamental. Fondamental, oui, tout à fait. Et le mari dans tout ça. Ouais. Donc moi, je pense que j'ai un mari merveilleux. Ah, c'est pas trop fort. Faut pas lui dire. Si, on va le dire fort quand même. On va le dire fort. Non, c'est quand même compliqué de se retrouver au Sénégal, n'étant pas sénégalais, d'accord, à gérer des jumeaux garçons, et en ayant sa femme loin, malade. Et malade, voilà. Ça. Non, franchement, moi, non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a assuré. Il a assuré. Faut le dire justement. Non, ça je le dis. Justement, non, je dis ça. Important non, je dis ça en rigolant. Il a assuré. Et
Et ça rejoint ce que tu dis, le fait de ne pas être seul, en fait. Non, tout à fait. Parce que finalement, il a assuré à la maison. Et il a assuré pour tout. C'est-à-dire que on parlait boulot, etc. Il a assuré. Il lui est arrivé des fois d'aller à l'usine pour voir comment ça se passait. Mais c'est ça. Ne serait-ce que de savoir important. que tu avais une personne sur qui tu pouvais compter à 3 heures du matin, Compter à 100 quand. Exactement. C'est hyper important. tout Et à ça fait. te donne en fait du temps de cerveau disponible pour toi te concentrer sur autre chose. Et c'est bien de mettre en valeur ces Non, maris-là parce que on voit dans les femmes entrepreneurs autour de nous, c'est un point essentiel. Les maris qui ne suivent pas. Si le mari il n'est pas en support, c'est très difficile. Compliqué. On est encore plus seul. Donc tu gères le Djongé bien, tu le gères bien. Bah écoute, il est encore là. N'est-ce pas? J'espère que c'est parce que je gère bien le Djongé qu'il est encore là. Donc, et c'est bien, il faut de le dire. Non, il faut le dire. Et c'est bien d'avoir un homme sur qui on peut compter à la maison. Oui, je suis tout à fait... Non, c'est très important. Et sur qui on peut compter, quelle que soit la situation. C'est ça. Parce qu'on en a qui fuient face aux difficultés, pas parce qu'ils veulent fuir, mais parce qu'ils ne savent pas, il faut l'affronter en fait. Ouais. Et je pense qu'il n'a pas eu le choix, et il a géré. Mais il a vraiment bien géré. Il a vraiment géré. Et on est contente que maintenant tu sois revenue Je rends grâce en à Dieu. forme, et que tu sois toute ta famille, juste Exactement. dans un coin sympa, Voilà, hors de Dakar. Ouais. J'avais longtemps, bien avant de tomber malade, je disais il faut que je quitte Dakar. Mais par contre, ça me fait toujours sourire quand je me revois là à la Sorbonne, je pense à Marina, parce que quand on était au Dakar Farmers Market, donc ce marché en question, et que je la voyais, et je disais, mais... Et qu'on me disait, elle n'habite pas Dakar. Hein. Elle n'habite pas Dakar. Je dis, mais non. Elle me dit, si. Elle habite sur la petite côte. Je la regardais comme une extraterrestre. Mais vraiment comme une extraterrestre. Je me disais, mais comment elle fait? Elle quitte là-bas pour venir bosser à Dakar. Et maintenant que tu es là? Ah bah oui. Comme quoi, hein, tu sais, dans la vie... C'est voilà. ça, au début, on m'a pris pour une folle d'habiter Moi, j'étais vraiment pris pour une folle. Ça, j'assume, je le dis. Hein. Et vous êtes toutes là aujourd'hui. C'est ça. Bah, tu avais la bonne vie. Parce que aussi, nous changeons. Ouais. Et puis, on cherche ce nos vies changent. Ouais. Et effectivement, on est à la recherche vraiment de cet épanouissement pour nous, pour nos familles. Et je pense qu'on arrive dans des âges aussi où on s'autorise ce bien-être-là, quitte à faire peut-être des choix qui peuvent sembler qu'on n'aurait pas osé faire il y a quelques années, etc. Donc, tu as osé faire ça aujourd'hui. Est-ce que avec est-ce qu'il y a encore, j'ai une autre question qui me vient, mais d'abord, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore osé faire, qui sont là dans ton coin de ta tête, te dis mais non, Sylvie, quand même pas. Que je n'ai pas osé faire. Ouais. Ou que tu as envie, des choses non, dont tu as envie. En fait, ce que je n'arrive pas encore à faire et qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je prenne soin de moi. Voilà, qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Et je me bats, hein, je me force quand même. Et c'est ça. Je dirais que je peux être encore mieux si je pense un peu plus à moi. Et que je prenne le temps pour ça. Et c'est dur. Hein. C'est hyper dur au début. Et après, on en profite. On y prend beaucoup. Non, je pense que déjà le fait d'être arrivé jusqu'ici, déjà avoir dit je quitte Dakar, je pense que j'ai fait un premier pas. Et je vois à quel point ça fait du bien en fait. Quand je rentre le soir, je traverse la lagune en voiture et je reviens, je regarde, je me dis franchement je suis bien. Donc déjà c'est pas mal. Mais par contre il faut que je puisse aller un peu plus loin pour pouvoir prendre du temps pour moi. Bon, je le fais un peu, je me balade sur le marché. Non, prendre du temps pour moi, Sylvie. Oui, je pense qu'en fait, moi, l'astuce que je peux donner dans ça, c'est de se donner des rendez-vous avec soi-même, au même titre qu'on donne rendez-vous à quelqu'un pour un call ou quoi que ce soit. Non, mais c'est de le poser sur son agenda. C'est ça. Non, mais quand je dis de donner rendez-vous, c'est on le pose sur son agenda. Et peut-être la manière de le respecter, c'est de faire des choses qui vont impliquer d'autres personnes tierces. Et on n'a pas le choix. Ah, bien vu. Ouais, ça, c'est pas mal. Tu vois, si tu prends rendez-vous pour un massage, voilà, c'est ça. Si tous les mois, tu as un massage bien dit. qui est posé et même tu le payes à l'avance. Et si elle vient, tu n'as pas le choix. Parce qu'effectivement, moi, les agendas, ils sont remplis. Ça sonne. Mais mon téléphone, l'alarme va sonner. Puis je vais dire, bon, dans 5 minutes. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais c'est vrai qu'il faut y mettre d'autres personnes. C'est pas mal, c'est bien vu. Il y a quelques années, j'ai décidé de faire un parcours avec une coach. Et un des premiers exercices qu'elle m'a donné, c'est de prendre une journée pour moi dans la semaine. Ça me semblait complètement infaisable, insurmontable. C'était comme si elle m'avait dit, là, d'escalader l'Himalaya. Elle m'a dit, bon, essaye 1 heure.
Et la première semaine, j'ai même pas réussi à prendre 1 heure pour moi. J'enchaînais tous les rendez-vous sans m'arrêter. La deuxième semaine, j'ai réussi 1 heure. Et petit à petit, j'ai rajouté. Et ce qui était incroyable, c'est que je sentais Les bienfaits. une certaine vie reprendre en moi au fur et à mesure que je m'autorisais ces temps-là. Et aujourd'hui, j'arrive à prendre des journées à l'aise. Moi, je crois que je suis pas, en fait, avec cette coach, parce que j'ai fait aussi ce parcours et c'est en étant absente, malade, etc., que j'ai fait ce parcours qui m'a beaucoup apporté d'ailleurs. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Parce que je me rappelle encore de ça où il fallait essayer de trouver un temps pour ci, etc. Et je ne suis pas allée jusqu'au bout et on va reprendre bientôt. Donc, il va falloir que je le fasse. Mais c'est vrai que c'est compliqué de prendre du temps pour soi. C'est le prendre, effectivement. Parce que tu as dit trouver, ça ne tombe jamais du ciel. Ça tombe jamais. Les agendas sont toujours pleins. C'est juste se dire, je suis la priorité. Ouais. En tout cas, on serait resté des heures encore avec toi, mais on arrive bientôt à la fin de cet échange. Et je voulais savoir justement, en rétrospective de tout ce que tu as fait, mais depuis le coffee shop des États-Unis, etc., jusqu'à aujourd'hui maintenant, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en fait à l'avance? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir qui t'aurait beaucoup aidé? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir à l'avance? Déjà pour la partie, pour l'entreprise, déjà pour le resto. Parce que le resto, franchement, ça m'est resté un peu... C'est pas trop tard. C'est pas trop tard, sauf oui. que j'ai pris de l'âge. Donc c'est ça là. Mais non, ça quand c'est rien. Quand je suis revenue, c'est juste un chiffre. Ouais, quand je suis revenue en fait quand on est arrivé ici, j'avais pour objectif d'ouvrir mon resto en question, d'en ouvrir un ici. Okay. Et c'est vrai que si je dois le faire, je peux plus être seule pour le faire. Et c'est vrai que j'aurais aimé, parce que je pense que j'ai été précurseur dans ces restos africains. Aujourd'hui, quand on va en France, il y en a plein partout. Et c'est vrai que je me dis, je faisais partie des précurseurs, j'aurais bien aimé être encore dedans. Donc ça, j'aurais aimé comprendre comment faire attention au fait que je n'étais pas à Paris alors que j'aurais pu, etc. Mais bon, c'est une expérience qui a été super enrichissante, que je ne regrette pas. Donc finalement, c'est peut-être même pas ça j'arrive pas à savoir. Peut-être, oui, m'arrêter un peu et prendre soin de moi. Je pense que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas appris à faire. Et que je pense qu'il faut apprendre. Et qu'il faut vraiment apprendre de pouvoir de temps en temps arrêter, faire stop, se poser, profiter et revenir encore mieux, revigorer en fait pour continuer. Donc on prend ça là, ce que tu nous dis là maintenant, comme une décision. Ouais. De prendre plus soin de toi. On va s'assurer. C'est ton call to action. Hein? Et maintenant, elle habite derrière chez toi. N'est-ce pas? Voilà, on va la kidnapper de temps en temps. Mais déjà, c'est pas mal. Être par là, ça fait qu'on fait des... Et puis, pourtant, on sort, on a des apéros, on a des petites choses, c'est super sympa. Mais c'est vrai qu'il faut se forcer. Non, c'est un temps pour soi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu participes à ces choses-là, c'est pas pour soi. C'est de la sociabilisation. C'est pas la même chose. C'est une autre forme d'énergie. Là, vraiment, c'est aller vers quelque chose qui soit que pour toi. De la même manière que tu t'es levé un jour, tu lui dis, je retourne chez moi. C'est vrai. C'est une décision pour toi. Et donc, voilà, il faut aller jusque-là. En fait, il faut que ce soit quelque chose qui fasse de la place. Faut pas que ce soit quelque chose qui occupe de la place. Il faut que ce soit quelque chose que tu enlèves, qui crée un vide où là, il y a la Sylvie intérieure qui peut remonter. Sinon, elle n'a pas de place. La vie, elle est tellement... ton agenda, il est tout rempli. Donc, il faut d'abord que je fasse de la place, alors. Alors, il faut enlever quelque chose. Il faut créer cet espace. C'est ça, en fait. Pour que ta Sylvie intérieure ait cette place. C'est ça. Et alors, est-ce que je peux poser la question baguette magique ou tu en as une avant? Non, tu la poses et ensuite on parlera un peu de scénar qu'on trouve à l'aéroport maintenant et partout ailleurs, donc pour conclure. Alors la question baguette magique, Sylvie. Là, imagine, tout est possible. On te donne une baguette magique. Une seule? Tu as une baguette elle magique. Peut tout faire. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire, ta baguette magique. Qu'est-ce que tu fais avec? Je dois utiliser qu'une seule fois ou je peux utiliser autant de fois? Non, là, c'est une fois pour l'instant. Elle peut tout faire. Quelle chose tu lui demandes de faire? Quel vœu tu fais? Tu as un vœu. Je pense que je lui demande que Scénar marche bien pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je puisse prendre du recul pour vraiment
être moi. Ouais. Je pense que je lui demande ça. Ouais. Que je ne sois plus accrochée, que je ne sois plus en train de chercher que je sois tranquille en fait, que les choses se passent bien, plus pour sereine. que je puisse être plus sereine pour pouvoir faire plein d'autres choses à côté. Bon, allez, vas-y, active ta baguette Active magique. ta baguette magique. Mais en tout cas, tu es déjà en chemin parce qu'aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas rater les produits Sénart. Donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver tes produits, comment ça se passe, tu as du B2B, du B2C, etc. Comment ça se passe? Donc, alors, les produits Sénart, vous les trouvez effectivement dans le modern trade, c'est-à-dire dans tout ce qui est supermarché. Donc, je pense qu'on est dans tous les supermarchés. Avec toute la gamme. Hein, voilà, toute la gamme qui est un peu trop grande peut-être. Non, mais nous, on est fans du cajouté là. Ouais. Ça, c'était vraiment une trouvaille. Et les pralines de cajou. Et les pralines de cajou. Et les pralines de cajou. Très bien. Donc, justement, je pense qu'il y a des choses à faire avec ces produits-là. Certains ne connaissent pas, donc il va falloir tester. Le cajouté là, on ne le trouve pas beaucoup, mais on se donne cette année, il va falloir qu'on le mette vraiment en valeur, peut-être à un autre format, on va voir. Mais on nous trouve effectivement dans les supermarchés, dans les stations-service. On retrouve aussi à l'aéroport, au duty-free de l'aéroport, dans certains hôtels. Il y en a qui utilisent des produits, des arachides Sénart pour les cocktails ou voilà, apéritifs. Ouais. Et on fait aussi du B2C, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, vous avez besoin d'un produit, vous avez besoin d'un panier, vous avez besoin d'offrir quelque chose et vous voulez des produits, vous aimez les produits Sénart, vous venez nous voir. Ouais. On a fait aussi pour des mariages, à la place des dragées, à des produits Sénart qui peuvent faire l'affaire. Tout à fait. Donc on est vraiment, et c'est ça qui est top, c'est qu'on est vraiment ouvert et à pouvoir répondre à n'importe quel besoin autour de ce que l'on propose. On a eu des super paniers Ramadan. Voilà, on a eu des paniers Ramadan. Super paniers Ramadan. Moi, j'ai fait des événements où il y avait dans les goodies des produits Sénart. Donc je pense que, et c'est ça vraiment, moi, c'est mon slogan, qu'on soutient, on achète. Je pense que la meilleure façon de soutenir l'entrepreneuriat, c'est de créer du chiffre d'affaires. Et il y a plusieurs façons de le faire. Entre entrepreneurs, on peut s'entraider en se créant du chiffre d'affaires, en travaillant ensemble. Aujourd'hui, tes produits peuvent se trouver, comme tu dis, dans l'hôtellerie, se trouver dans l'événementiel. Ils peuvent se trouver, en fait, chez le particulier qui fait un événement chez lui. Donc, je pense qu'en fait, il y a plusieurs façons. Parce que les gens, des fois, ils veulent aider, ils ne savent pas comment aider. Mais la meilleure façon d'aider, c'est d'acheter les produits. Tout à fait. Ça, c'est Nabou, c'est une experte. Quand on soutient, je suis d'accord. Quand on soutient, on achète. Même si on n'achète pas beaucoup, mais si tout le monde achète un peu. Et on en parle. Le fait d'en parler, on tombe sur des gens qui, eux, sont intéressés. Et voilà. Donc, la semaine dernière, je voulais faire un cadeau au cabinet comptable qui nous soutient et qui nous aide depuis des années. Et j'ai demandé à Sylvie, ils m'ont fait beau panier sur mesure et le cabinet comptable. En plus, on est dans le pays de la teranga où on aime offrir. C'est ça. Les femmes là, vos belles familles là, allez voir Sylvie, elle va vous concocter. Et puis elle travaille avec d'autres entrepreneurs pour enrichir ses paniers. Tout à fait. Donc elle invite d'autres entrepreneurs à collaborer. Les PME partenaires, oui, heureusement qu'elles sont là. Il faut qu'on finisse par le slogan de Sylvie. Bah oui. Alors on va lui donner. Alors je ne vous ai pas dit où on est aussi. On nous trouve sur certains vols de Emirates. On est sur Emirates avec un petit... C'est ça. Et moi, je vais dire quand même Air Sénégal, vous attendez quoi? Pardon. Alors, ça, c'était le petit truc. Mais on croit en vous, vous allez venir. Oui. Donc, nous, on va te remercier et on va finir avec ton slogan. On va te remercier. On va remercier ton mari, qu'on a bien compris qu'il a vraiment été là pour toi. De nous avoir aussi ouvert les portes de chez toi. C'était très agréable comme échange avec Marina. Je crois qu'on pourrait parler toute la journée. Ah comme oui, je pense que c'est... Mais en tout cas, merci d'avoir vraiment partagé ces moments difficiles, ces moments plus forts, parce que c'est ça qui a de la valeur et qui peut aider d'autres aussi à avancer dans leur parcours entrepreneurial. Donc, merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous d'être venue jusqu'à moi. Pour pouvoir justement faire ce partage-là, et ça fait toujours du bien. Donc, et j'espère vraiment que ce partage apportera des solutions à certaines personnes. Et je dis, n'hésitez vraiment pas, moi je reste vraiment ouverte. Donc si parmi les personnes qui écoutent ou qui voient cette vidéo, des personnes se posent des questions, ont envie de faire quelque chose, il ne faut vraiment pas hésiter. Au contraire, je reste ouverte à pouvoir répondre à des questions, à pouvoir même aider. Parce que c'est comme ça seulement qu'on peut avancer ensemble. L'entraide entre entrepreneurs, c'est très important. C'est ça. Et donc, on va te laisser dire le slogan de Sénart. Chez Sénart, on dit
croquer un jour, craquer toujours. Wow. Yes. Donc, si vous avez croqué, attention, Vous allez craquer. vous craquerez. Toujours. Donc, merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. Et nous, on vous donne Merci à rendez-vous vous. très, très bientôt avec une femme tout aussi inspirante dans Parcours. À bientôt.